Nous, personnel statutaire ou non, doctorants, doctorantes, étudiants, étudiantes à divers niveaux de leur cursus de l'Université Toulouse-Jean Jaurès, dénonçons les objectifs annoncés du projet de loi de programmation pluriannuelle de la recherche. Objectifs qui renforcent la concurrence entre les laboratoires et entre les universités, alors que la connaissance se construit dans les échanges, la coopération, les partenariats et les transversalités. Accroissent la précarité de tous les personnels, alors que la recherche et l'enseignement ont besoin de temps et de stabilité. Précarité qui, en outre, renforce la concurrence et isole les personnes, en particulier les jeunes chercheurs et enseignants-chercheurs, chercheuses et enseignantes-chercheuses. Conditionne clairement la viabilité de la recherche à des logiques de financement par appel à projet, qui limitent le champ des questionnements, la dimension critique et l'autonomie dans la production de savoir, sapant l'essence même de la recherche. Menace spécialement les générations à venir et en devenir, engagées dans tous les métiers de la recherche et de l'enseignement, enseignantes-chercheuses, chercheuses, enseignants-chercheurs, chercheurs, personnel administratif, personnel technique, empêchant ainsi les solidarités intergénérationnelles. Nous nous alarmons en particulier de la remise en cause du statut des enseignants-chercheurs et chercheurs, enseignantes-chercheuses et chercheuses, avec l'aggravation du processus de contractualisation de l'enseignement supérieur et de la recherche, de la remise en cause des fonctions du Conseil national des universités et de l'évaluation des carrières par les pairs. Ces propositions avancées par le gouvernement n'apportent aucune solution à la dégradation dramatique de nos conditions de travail et à la précarisation des personnels administratifs et techniques, comme des jeunes chercheurs et enseignants-chercheurs, chercheuses et enseignantes-chercheuses, déjà affectés par la réforme récente de l'assurance chômage. Ces projets de développement de nouveaux contrats précaires mettent en danger le statut des personnels et ruinent leur capacité à assurer leur mission de service public, d'enseignement supérieur et de recherche. Voici les raisons pour lesquelles nous appelons les composantes, les collègues de l'enseignement supérieur et de la recherche et les étudiants et étudiantes à se mobiliser dans le cadre du mouvement national contre la LPPR et contre la réforme des retraites. Je passe la parole à François. Je voudrais insister sur quelque chose comme directeur d'unité de recherche et enseignant-chercheur, c'est le fait que le contraire de la précarisation qui est le lot de l'enseignement supérieur et de la recherche aujourd'hui, c'est la stabilité. C'est la stabilité des emplois, des statuts, c'est la stabilité des financements qui a fait la qualité de la recherche française depuis des décennies. Et c'est ça que le désengagement de l'État depuis des années et un certain nombre de réformes ont commencé à détruire. Ce constat de ruine déjà avancée de l'enseignement supérieur de la recherche, il est tout à fait clair aux yeux des gens qui ont préparé les rapports qui préparent cette loi de programmation. Or, que nous promettons comme remède? Eh bien, plus de précarité, la casse des statuts, la course au financement pour la recherche qui fait que les enseignants-chercheurs passent leur temps à courir derrière de l'argent, des promesses d'argent au lieu de chercher, moins de personnel administratif et des personnels plus précarisés qui fait que la surcharge de travail administratif pèse à la fois sur des personnels administratifs précarisés et sur les enseignants-chercheurs qui, du coup, ont moins de temps pour chercher et moins de temps pour enseigner et pour former les futurs enseignants-chercheurs. Tout cela, cette précarisation, c'est soigner le mal par le mal, mais pour nous, ce n'est pas une bonne solution. C'est pour ça que nous sommes en colère et que cette université, l'enseignement supérieur et la recherche, qui ne tiennent que par la bonne volonté des gens qui donnent énormément de leur temps, de travail, de leur énergie pour que ça ne s'écroule pas. Aujourd'hui, le traitement qu'on nous inflige, après nous avoir auditionné l'année dernière, il y a eu des milliers et des milliers de réponses à une enquête diligentée par le ministère pour savoir ce que les personnels en enseignement supérieur de la recherche voulaient. Eh bien, ça a été très clair, des postes stables, des financements récurrents, et c'est le contraire absolu qu'on nous promet, et c'est pour ça qu'on considère qu'aujourd'hui, ça ne peut plus durer.
Oui, par ailleurs, alors je suis également directrice d'une équipe de recherche. Ce qu'il faut noter aussi, ce sont que c'est des logiques beaucoup plus générales qui affectent donc pas simplement l'enseignement et la recherche, et qui nous affectent depuis très longtemps. Donc en réalité, le ras-le-bol aussi qu'on exprime aujourd'hui, avant même le projet de loi et à la lecture des rapports préparatoires à ce fameux projet, c'est de toute façon le bilan, j'allais dire, d'une vingtaine d'années ainsi de casse de l'enseignement supérieur et de la recherche, avec des logiques de sous-traitance à tous les niveaux, aussi bien du ménage, parce qu'il faut en parler, parce qu'on a ici aussi à l'université Toulouse-Georges Jaurès un mouvement justement du personnel de nettoyage contre justement les contrats qui leur sont faits, les conditions de travail qui leur sont faites, jusqu'à justement effectivement les métiers dits de la recherche qui seraient soi-disant des métiers privilégiés, alors que de plus en plus d'ailleurs, c'est bien tout ce qui nous réunit aujourd'hui, il faudrait ajouter aussi à enseignants-chercheurs et aussi administratifs, parce qu'une grande partie aussi de notre temps, effectivement, est liée à ces charges, à ce manque de postes, à ce déficit de titularisation et à cette dérégulation de la fonction publique. Voilà, moi je suis étudiante en psycho L2 et je voulais parler de l'impact que ça a, la précarité du personnel sur les étudiants. Par exemple, ils sont, comme vous le savez, sous-payés. Il y a plein de choses dont on a parlé avant et qui ont un impact énorme sur les étudiants, à savoir la qualité des cours. Et donc du coup, je voulais insister là-dessus et aussi dire que du côté étudiant, on a aussi notre précarité qui s'y ajoute. Donc par exemple, le fait qu'on soit obligé de travailler à côté, comme vous savez sans doute, ça enlève 50% de chances de réussite. Donc combiner les deux, ça commence à faire beaucoup. Et il y a plein d'autres choses dont mes camarades vont vous parler. Voilà, concernant la précarité étudiante, il ne faut pas oublier que la sélection à l'université est de plus en plus rude. Pour s'inscrire, que ce soit en première année ou en master, c'est de plus en plus compliqué. Pour les étudiantes et étudiants issus de pays et continents étrangers, surtout les étudiantes et étudiants qui viennent du continent africain, c'est très compliqué. On en a vu plein passer à la rentrée qui n'ont pas pu s'inscrire ou qui ont galéré à s'inscrire. Ensuite, là, en ce moment, depuis janvier, il y a eu encore une réforme des APL. Les APL vont être recalculés tous les 3 mois. Comment on fait quand on travaille tout l'été, qu'on met de côté pour payer notre loyer, pour se nourrir et pour anticiper notre rentrée, sachant qu'on a énormément de dépenses à faire. Ça veut dire que voilà, les mois d'après, on n'aura pas d'APL. Voilà, sur les violences aussi, dont on est victime en tant que femme, énormément précarisée et vulnérabilisée par que ce soit les réformes actuelles, mais aussi par le climat patriarcal qui aussi résonne à l'université et au-delà. Et ma camarade va continuer sur la précarité. C'est aussi en fait un sujet qui a été remis au centre, un peu au centre de la question, avec l'immolation quand même. On a l'immolation d'un jeune de 22 ans là au mois de novembre, et qui a en fait ouvert aussi la parole. Il y a eu de nombreux témoignages d'étudiants qui sont sortis pour dénoncer justement ces conditions de vie, le fait qu'on vive dans des logements insalubres, comme a dit Elise, qu'on doit travailler à côté de nos études, ce qui fait qu'on ne peut pas non plus étudier dans de bonnes conditions, et que en fait, voilà, même avec toutes les questions de la LPPR et de toute l'arrivée des profs précaires à la fac, on voit aussi que en fait, la précarité, c'est pas seulement les étudiants, mais ça touche aussi tous les étages de l'université. Et en plus de ça, la précarité étudiante, c'est pas seulement en fait une précarité qui dure seulement pendant la jeunesse et après on arrive sur le monde du travail et ça va mieux, mais qu'en fait on voit qu'on nous prépare déjà à un avenir précaire sur tout au long de notre vie, parce qu'avec la réforme du chômage, avec toute la dégradation des conditions de travail et maintenant le fait qu'on ne va plus avoir de retraite, en fait c'est non seulement une précarité étudiante, mais c'est surtout une précarité tout au long de la vie qu'on va nous imposer. Bonjour, donc moi je suis directrice de recherche au CNRS et membre de la section 31 du comité national, qui est en fait une instance qui évalue les chercheurs et qui aussi les recrute. Donc il y aurait beaucoup à dire en fait sur les conditions de travail qui sont de plus en plus dégradées dans nos laboratoires, à la fois des chercheurs et chercheuses, enseignants-chercheurs et personnel en appui à la recherche, dans les unités mixtes de recherche, mais également dans les équipes d'accueil encore plus, avec des crédits récurrents qui sont réduits à peau de chagrin, des fonctions support de plus en plus rares, une course au financement sur projet le plus souvent infructueuse, qui fait qu'on passe plus de temps à chercher des crédits et à évaluer des projets qu'à faire des recherches. Cela a un coût, par exemple, 6 milliards pour la préparation et la rédaction des projets qui sont soumis en pure perte à la Commission européenne, des projets de recherche, 6 milliards. Mais je veux surtout insister en fait sur le nombre de postes mis au concours du CNRS, puisque je fais partie de cette instance, qui est monstrueusement bas.
En 20 ans, on est passé de 400 postes de chargés de recherche à 300 et même 250 donc en 2019 et encore cette année, sous l'impulsion du nouveau PDG du CNRS, Antoine Petit, qui, pour rappel, vous vous en souvenez, a appelé de ses voeux une loi de programmation inégalitaire et darwinienne. Donc cette situation est dramatique non seulement pour la recherche française, mais aussi et surtout pour nos jeunes collègues qui sont plongés dans toujours plus de précarité, enchaînant post-doctorat et ou contrat de vacation dans des universités qui sont exsangues. Dans ma section, donc une section de préhistoire, géographie physique et anthropologie biologique par exemple, cette année on a 5 postes mis au concours. L'année dernière c'était 4 et on a 117 candidats ou candidates. Donc on assiste à des recrutements de plus en plus tardifs, 33, 34, 35, voire 40 ans. Vous imaginez ce que ça fait pour des femmes, quoi. Des candidats et candidates qui peuvent postuler pendant plus de 10 ans sans jamais avoir de poste. Et qu'est-ce qu'on nous promet avec cette loi? Des tenure tracks, des CDI mission scientifique, c'est ce que propose Frédéric Vidal, qui ne viendront qu'aggraver cette situation. Ce que la communauté scientifique réclame, c'est plus d'argent sur crédit récurrent pour pouvoir fonctionner correctement et des postes de personnel permanents de chercheurs, d'enseignants-chercheurs, d'appui à la recherche administratif, etc., pour tout le monde. Les solutions préconisées, donc, qui ont été préconisées dans le cadre des groupes de travail qui ont été mis en place par le ministère, et les premières déclarations de la ministre sont donc aux antipodes de ce que souhaite la communauté. La recherche a besoin de temps long, de collectif et d'autonomie. Bonjour, je suis maîtresse de conférence. Alors, ce que vous voyez à l'écran est relatif au département où je travaille, et je pense que ça illustre de manière criante la situation d'un certain nombre de départements sur ce campus et généralement en France. Comme vous pouvez le voir, vous avez d'une part 2 photos de l'équipe enseignante et d'autre part un tableau qui affiche l'emploi du temps de la licence. Le titre pourrait être « Avec et sans ». Avec les personnes précaires, c'est la photo du haut et le haut du tableau, et sans les personnes précaires, la photo du bas et le bas du tableau. Alors ce document illustre 2 choses en même temps, c'est 2 choses qui sont concomitantes, le sous-encadrement frappant que connaissent un certain nombre de départements et le recours massif à des enseignantes et des enseignants précaires pour pallier à ce sous-encadrement. Et ceci, je le précise, alors même que le nombre d'étudiantes et d'étudiants n'a cessé d'augmenter. La situation que nous vivons actuellement à l'université nécessite donc un travail urgent et attentif de la précarité. Or, la loi de la programmation pluriannuelle de la recherche ne va faire que renforcer le nombre de ces statuts précaires en encourageant la compétition généralisée au lieu de pallier au sous-encadrement et d'augmenter le budget alloué à l'enseignement supérieur et de la recherche. Et ce que nous cherchons à dénoncer correspond donc à un problème structurel et la LPPR ne va faire que renforcer ce caractère systémique. Et je terminerai en mettant l'accent sur le fait que dans le même temps, il se trouve qu'à Toulouse, nous sommes dans la campagne d'accréditation des offres de formation avec d'autres villes comme Montpellier et Lyon. Et l'ironie de la situation, c'est que pour mener à bien cette campagne, eh bien, on nous demande de proposer des offres de formation performantes, des innovations pédagogiques qui, pour être mises en œuvre dans des situations et des conditions acceptables, exigent un surcroît du nombre de personnes titulaires et moins de précaires. Donc cette concomitance a rendu encore plus saillant l'urgence qu'il y avait à se mobiliser contre la dégradation de nos conditions de travail. Bernadette Hennig-Schmidt, je suis personnel administratif sur l'université. Je voudrais tout d'abord vous parler de 2 cas de collègues avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger. Voilà, une collègue qui a 2 enfants, qui est catégorie C, titulaire, qui est obligée de travailler le soir pour nourrir sa famille. D'autres collègues qui sont obligés de s'arrêter, de se mettre en arrêt de travail parce que leur budget ne leur permet plus de payer l'essence pour venir travailler. Voilà, ce sont des collègues titulaires. Donc je vous laisse à penser ce qu'il en est de personnel contractuel, dont les contrats sont renouvelés parfois au petit bonheur la chance. Donc tout ça pour vous parler, effectivement, c'est redondant, hein, de la précarité de tous nos collègues BIATS. Et donc aussi, ces personnels contractuels sont de plus en plus nombreux.
remplace les personnels statutaires, avec toutes les difficultés que cela génère au sein des équipes, à savoir fragilisation des collectifs, mise en difficulté de ces personnels recrutés sans formation. Nous pouvons constater, je parle des collègues qui font partie notamment du comité hygiène et sécurité conditions de travail, le nombre de fiches de signalement qui signalent les mal-être au travail, qui signalent les violences. Et tout ce mal-être, toute cette violence est bien sûr aussi générée par ces situations extrêmement difficiles et précaires. Je terminerai juste par une chose. Voilà, ces agents, la plupart du temps, sont des femmes, il faut bien entendre. Et puisqu'on nous sommes dans une période où le problème des retraites est prégnant, quid du montant des retraites de toutes ces personnes fragilisées et en fragilité pour une grande partie de leur carrière. Merci. Donc Julien, personnel de BIATS contractuel, donc je fais partie de cette population précaire. Le précariat, c'est pas qu'une question de salaire. Pour savoir dire le précariat, comme on a dit, de nombreux collègues, ce sont déjà les femmes qui sont le plus touchées. Nous, au niveau des BIATS, on a de nombreuses femmes qui sont à 80%, ce sont des temps partiels subis et non des temps partiels choisis. La précarité, comment ça se définit? Ça veut dire que moi, tous les 6 mois, je dois signer un nouveau contrat. Contrat avec des retards sur salaire. Ça sera un CDD, plus un CDD, plus un CDD. Jusqu'à ce que peut-être un CDI à la clé, peut-être pas. Le jour où je pars, ça va être le chômage. Le chômage que je ne toucherai que 2, 3, parfois 4 mois après mon départ de l'université, en fonction des retards que sera pris. Pas de stabilité, c'est-à-dire pas de crédit, pas de quoi construire une vie avec un foyer correct, de pouvoir s'investir, de pouvoir avoir une vision d'ensemble. Au-delà de ça, je suis même pas le plus à plaindre, même si je ne veux pas hiérarchiser la précarité. Je voudrais reparler de ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est aussi des personnels encore plus précaires, ce sont les personnels d'entretien. C'est un service qui a été retiré de l'université. Okay, c'est une société privée qui intervient, c'est la société aujourd'hui Arc-en-Ciel, avec des conditions inhumaines qui sont proches de l'esclavage, des contrats qui n'existent pas, des heures qui ne sont pas payées, récurées, nos sanitaires sans gants parce que certaines personnes n'ont même pas le matériel, du harcèlement. Et ce qu'on nous propose, là aujourd'hui, c'est d'institutionnaliser encore plus cette précarité, retirer encore plus de services publics pour le remplacer par des prestataires privés. Et ça, je trouve ça inadmissible, donc je pense qu'on trouve ça tous inadmissible. Et la LPPR et tout ce qui passe aujourd'hui va dans ce sens-là, et on est tous contre cette direction. Présent Pierre, doctorant en archéologie et chargé de cours. Merci Benjamin, donc docteur en archéologie préhistorique, sans poste actuellement et chargé de cours ici également. Et Maïté, donc moi je suis doctorante en 4e année à Framespa et à terre au département d'histoire. Donc vous venez de voir tout à l'heure la situation avec et sans les non-titulaires. Nous sommes les non-titulaires de l'université. Et à notre tour, nous tenons à affirmer notre profond désaccord avec la LPPR. La précarisation des enseignantes-chercheurs et des enseignants-chercheurs annoncée dans ces réformes nous concernera, nous, non-titulaires de l'université, et ne sera pas une nouveauté, mais plutôt une extension de la précarité que nous connaissons déjà aujourd'hui, qui existe depuis des années et dont nous voudrions vous parler en évoquant la situation à la fois donc des doctorants et des post-doctorants. Les doctorants sont à la fois des étudiants en dernier cycle universitaire et des moteurs de la recherche. Ainsi, le doctorat est un travail de recherche original qui amène à des publications, mais aussi à des communications dans des manifestations scientifiques, voire à leur organisation. Depuis quelques années déjà, ces travaux prennent de plus en plus de place dans nos emplois du temps en raison de la course folle aux postes, qui sont de moins en moins nombreux et nous encouragent
à essayer de gonfler de plus en plus nos CV. Et concrètement, ça veut dire quoi? En termes humains, ça signifie du stress en raison du très nombre d'heures de travail, mais aussi la peur de travailler pour rien, de ne pas avoir de poste à la fin. Et ça a donc un impact sur la santé, sur la vie sociale. Il existe une blague chez les doctorants qui est « la thèse nuit gravement à la santé ». Mais c'est peut-être pas une blague, c'est peut-être la réalité. Et cette situation est amplifiée par les difficultés qui sont liées au financement des thèses. Sur l'ensemble des doctorants de ce site, soit environ 900 doctorants, seuls 30% des doctorants ont un financement dédié dès la première année, donc pour 3 ans. Ce manque de financement a des conséquences directes sur les doctorants, et cela se traduit parfois sur l'abandon des thèses, mais surtout par la nécessité d'avoir un travail alimentaire. Cela ne signifie pas qu'une perte de temps, mais aussi l'impossibilité de participer aux manifestations scientifiques et finalement l'isolement de l'université. Et quant à ceux qui arrivent à travailler à l'université, ils se retrouvent en compétition pour des postes d'1 an en tant qu'inter, pour de rares et maigres bourses, ou encore pour des charges de cours dont Pierre va vous parler. Alors oui, parmi les rentrées d'argent qui nous permettent à nous, doctorants, de poursuivre nos thèses, il y a donc les charges de cours ou les vacations. Alors ces vacataires sont au départ censés intervenir ponctuellement pour compléter l'offre pédagogique, mais désormais ils assurent une part importante de l'enseignement universitaire, donc je rejoins ce que disait Laurence tout à l'heure. Si je prends le cas du département d'histoire de l'art et archéologie dans lequel j'enseigne, il faut savoir que 157 vacataires de statuts variés assuraient pratiquement la moitié des enseignements de licence et près de 2/3 des enseignements de première année de licence, pour l'année 2018-2019. À l'échelle de toutes les universités françaises, il y a environ 130 000 vacataires assurant plus d'1/3 de la charge de cours. Donc ce rôle de vacataire est totalement dévoyé et il renforce l'instabilité de la proposition pédagogique. Le système universitaire actuel s'en accommode pleinement, puisque l'embauche des enseignants titulaires est gelée depuis des années, en dépit du nombre croissant d'étudiants et d'étudiantes. Malgré le caractère indispensable des vacataires pour le fonctionnement de l'université, nous souffrons de conditions de travail désastreuses, totalement en dehors du Code du travail, dont je vais vous donner quelques exemples ici. Très souvent, aucun contrat n'est signé, nous sommes payés en dessous du SMIC, et 1 ou 2 fois par an, ce qui renforce très clairement la situation de précarité économique de la plupart d'entre nous. Pour ces raisons, dans de nombreuses universités, dont la nôtre, des actions sont mises en œuvre pour remédier à cette situation. Et toujours la sensibilisation et la négociation, la réalisation d'événements pour heurter l'opinion, mais aussi l'instauration d'un rapport de force avec les directions par l'intermédiaire de la grève, comme c'est le cas cette semaine, la semaine de grève du collectif des précaires de cette université, et comme c'est aussi le cas de la rétention de notes. Merci. Alors, il faut savoir que cette précarité, elle ne disparaît pas magiquement une fois le doctorat obtenu. En fait, face à des débouchés de plus en plus limités, la concurrence est de plus en plus féroce, donc. Et pour se démarquer en tant que jeune chercheur, il faut publier beaucoup, c'est-à-dire trouver les moyens de financer sa recherche. Ça peut passer donc par des charges de cours, comme le disait Pierre. Ça peut aussi passer par ce qu'on appelle des contrats postdoctoraux ou postdoc, donc des contrats en CDD. La mobilité, c'est-à-dire la réalisation de ces postdocs dans un autre labo que celui où on a soutenu sa thèse, cette mobilité notamment internationale est également vue comme un plus, étant même à devenir la norme. Alors bien sûr, en termes de compétences, la combinaison postdoc-mobilité, c'est une opportunité, parce que l'idée c'est d'acquérir des compétences, de développer un réseau, de maîtriser des langues étrangères, ça c'est plus à prouver. D'accord, mais à quel prix ? À quel prix ? Puisque la baisse des postes au CNRS, le gel des embauches dans les universités amène à allonger en fait cette période postdoctorale pleine d'incertitudes. Donc il s'agit de décrocher un postdoc, mener sa recherche dans un temps donné, tout en préparant le décrochement d'un autre postdoc, et ainsi de suite, 1 fois, 2 fois, 3 fois, voire plus. Donc tout ça amplifie encore davantage la pression mise sur les jeunes chercheurs, ou plus si jeunes que ça, même si on est considéré comme jeune jusqu'à tard, hein, puisque comme le disait Sandrine, actuellement l'âge moyen d'embauche pour le CNRS par exemple c'est 34 ans. Donc soit 6 à 7 ans après la thèse, qui est déjà un bac plus 8. Voilà. Le tout à une étape de la vie où on peut souhaiter s'installer, des choses simples, construire une vie de couple ou de famille, d'où de la fatigue, de la lassitude, des abandons, des expatriations, le tout après des années de formation dans le système français actuel. Donc en conclusion, pour ce petit point des non-titulaires, face à cette situation alarmante, que propose le gouvernement ? Non pas des ouvertures de postes, mais via la LPPR, une accentuation de la précarisation des enseignants-chercheurs, enseignants-chercheuses. Donc une entrée dans le monde du travail encore retardée, alors que dans le même temps, la réforme des retraites pousse à l'allongement du temps de cotisation. Ça va nous mener loin tout ça.
La précarisation galopante, l'hyper-compétition, elle est déjà là en fait, on en fait l'expérience depuis plusieurs années. La LPPR, ce que ça annonce en fait, c'est pas du tout une nouveauté, ça n'est qu'une étape supplémentaire dans cette transformation de l'université, d'une logique de service public à une logique de compétition généralisée. Et évidemment, on peut l'appliquer à plein d'autres secteurs. Nous sommes deux directions d'UFR, l'UFR de psychologie pour ma collègue, l'UFR lettres, philosophie, musique, art du spectacle, en ce qui me concerne. Il y a 5 UFR, unités de formation et de recherche dans l'université. Toutes les 5 ont rédigé et voté une motion dénonçant la LPPR et ses dangers, ce qui signifie que la protestation contre cette loi est générale dans l'université. Nous connaissons une mutation de notre métier d'enseignants et de chercheurs et nous subissons dans les UFR de plein fouet les conséquences d'une part de la LRU, d'autre part de son application, les RCE, responsabilités et compétences élargies des universités, qui a conduit à un transfert aux universités de la gestion de leur masse salariale. Les équipes présidentielles des universités en général pratiquent donc aujourd'hui des mises en réserve de postes d'enseignants-chercheurs, afin d'éviter le déficit budgétaire. Nos formations souffrent donc de plus en plus de difficultés d'encadrement par manque de postes d'enseignants titulaires. Il est plus coûteux en effet de former et de recruter des titulaires que de geler des postes tout en recrutant des vacataires et des chargés de cours. À cela s'ajoute un refus généralisé aujourd'hui. Les directeurs de département ou responsables de formation, voire peut-être directeurs du UFR, démissionnent de plus en plus fréquemment de leurs fonctions administratives et il n'y a souvent pas de candidats pour prendre leur suite. Donc, directrice de l'UFR de psychologie, je voudrais simplement souligner qu'on n'a pas attendu la LPPR pour être dans une situation de précarisation à l'université. La LPPR, si elle venait à passer, va aggraver considérablement cette situation. Moi, je voudrais juste donner quelques chiffres parce que souvent, c'est ça qui parle le plus. Moi, je dirige une UFR de psychologie, donc unité de formation et de recherche, composée de 5000 étudiants. On est la plus grosse UFR de France. On a 100 enseignants-chercheurs, 300 chargés de cours. Donc, effectivement, sans les chargés d'enseignement vacataires, nous sommes incapables de pouvoir dispenser l'offre de formation qu'il nous faut concevoir en ce moment. Une vingtaine de personnels administratifs en appui, donc une partie de contractuels à qui on demande effectivement toujours plus. Un chiffre aussi criant, j'ai la responsable de la licence dans la salle, 86% des heures de TD en première année de licence de psychologie sont assurées par des chargés de cours. Donc bien évidemment, sans eux, nous ne pouvons pas fonctionner, mais ça, vous voyez bien que ces chiffres-là démontrent bien que nous sommes déjà dans une situation de précarisation extrême et que la LPPR va l'aggraver. Et que fait-on également dans des composantes où nous sommes déjà dans une situation où, par exemple pour ma composante, on lance un audit, c'est-à-dire qu'on est déjà sous l'eau et nous sommes déjà asphyxiés. Et comme l'ont dit les étudiants, c'est l'offre de formation, la qualité de l'offre de formation et les conditions d'études de nos étudiants qui sont rendues difficiles et voire inacceptables par moment.